Je voulais partir en Slovénie parce que je commençais à avoir peur cet été, mais vraiment j'avais tellement peur que j'osais même plus sortir de chez moi. Même aller à la boucherie, ça me faisait flipper. Et je pense que c'est le moment de faire un bilan. Est-ce que j'ai moins peur? Littéralement, j'ai moins peur. Depuis que je suis rentrée de Slovénie, c'est comme si j'avais un bonheur en moi. Je me sens plus la peur. J'ai pas ce truc ici qui me mange les estomacs tout le temps. Je me pose pas 1 million de questions avant de sortir. Quasiment, je suis sortie, je crois, tous les jours. Depuis, les seuls jours où je suis pas sortie, c'est parce que je finissais à 21h le travail, donc j'étais à la maison. Mais c'est une victoire, c'est une réussite. En plus, après la Slovénie, je suis partie en Tunisie, du coup je suis allée voir un peu mes proches. Et ça fait tellement du bien au cœur. Donc si je peux résumer, quand tu te sens bloqué dans ta vie, fais quelque chose pour sortir de ta zone de confort. Et à la fin, pour te récompenser, essaie de passer du temps avec les gens que t'aimes. J'ai raté mon avion. Ma mère aurait dit que c'est un acte manqué. À 16 ans, je lui aurais répondu « Mais n'importe quoi, j'ai pas fait exprès !» À 28 ans, je lui dirais plutôt « Pardon maman, c'est vrai, j'ai fait exprès. » Parce qu'inconsciemment, oui, mais tout de même. Je voulais pas partir. J'ai pris mon billet à la dernière minute et je me suis réveillée à la dernière minute sans une once de stress. Avec du recul, je crois que je savais déjà. J'allais pas prendre cet avion. Le lendemain, je suis partie, la boule au ventre. Quelle douleur de quitter ceux qu'on aime, de ne pas pouvoir les voir aussi souvent qu'on le voudrait. Les frontières, notion étrange, si complexe et pourtant notion nécessaire. Je posais enfin le pied chez moi. Cela faisait des mois, trop de mois. Avant de partir, j'avais touché à tout, vidé les tiroirs, changé mes repères. 1 mois plus tard, je me souviens même plus où vont les choses. La vie en Ardèche, elle continue son chemin. La routine me retrouve. Et avec elle, ma vraie vie, quoi. J'ai un truc à te dire. Je t'en ai pas parlé dans les épisodes de Season, mais j'ai lu le dernier Hunger Games et je pense que là, c'est le moment de faire un point lecture. Que dire? De 1, c'est pas le Hunger Games que je préfère. Mais il fait quand même le taf. Si tu veux le lire, que tu ne l'as jamais lu, sache qu'on ne passe pas tant de temps que ça dans l'arène. C'est pas le cœur, le combat, d'accord? On le voit, mais c'est pas... J'ai l'impression que ça a duré 3 jours alors qu'il y avait le double de tribus. C'est les Hunger Games, je crois que c'est les 25e Hunger Games, I'm not sure. Mais en tout cas, il y a le double de tribus et ça dure pas très 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 longtemps. Donc, c'est pas vraiment le cœur du sujet. Là, le cœur, c'est... Ce Hunger Games, c'est surtout pour se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi Mitch, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec Katniss, pourquoi il est aussi froid, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les liens entre les gens. Et on en apprend vachement plus sur les liens entre les gens. On apprend aussi surtout qui est Mitch. Tu sais, cet homme bien méchant, bien alcoolique, bien embêtant, bien toujours aigri, mais qui est-il? En fait, à la base, c'était un jeune homme qui était super pur et gentil. Il était amoureux, il était heureux en famille, il avait des proches, il avait des amis, il était droit dans ses baskets. Dès qu'il disait quelque chose, il le faisait. On pouvait lui faire confiance. Il ne se plaignait jamais. Il essayait toujours de trouver des solutions. Il était loyal. Dès que tu avais besoin de lui, même si tu ne le lui disais pas, il s'engageait envers toi. Et comment ce Mitch-là est devenu le Mitch que nous avons connu dans les Hunger Games originaux? Le seul truc que je pourrais te dire pour ne pas te spoil, parce que moi je suis pas une chroniqueuse lecture, j'ai pas spécialement l'habitude, c'est je comprends Mitch pourquoi il est tombé dans l'alcool. Tu peux être la fille la plus endurante du monde, je peux être la fille la plus saine du monde, tu me fais vivre ce que Mitch a vécu dans ce Hunger Games, ah, je vais finir comme lui, quitte à est-ce que je vais pas finir pire que lui, est-ce que déjà je vais pas finir tout court. Du coup j'ai beaucoup de respect pour Mitch, Ouais, non, franchement, si t'as envie de le lire, lis-le. Après, on n'oublie jamais que les Hunger Games, c'est pas le type de livre qu'on lit quand on est en train de vivre une période stressante. Tu gardes les Hunger Games quand t'es en train de monter dans ta vie, que t'es en train de créer des nouveaux trucs, t'es un peu dynamique. Mais quand t'es au fond de ton trou, en dépression saisonnale, tu vas pas lire les Hunger Games, ok? Tu vas pas te faire ce mal-là. Parce que celui-là, il fait très très mal au cœur. D'accord? Je te le recommande, par contre. Parce que ça reste un Hunger Games. C'est un pilier de la littérature young adulte. Et c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe à la fin dans la saga. Surtout que je sais pas si c'est vrai, mais j'en avais parlé sur TikTok. Une fille m'avait dit qu'elle allait avoir un film qui allait sortir. Désolée, je suis pas très renseignée comme d'habitude. Donc s'il y a un film qui sort, c'est toujours bien aussi d'avoir lu le livre avant. Une dernière chose, je fais ma petite pub pour Audible. Je l'ai écouté sur Audible pendant que j'étais en volontariat en Slovénie, pendant que je faisais mon ménage. Donc, tu n'hésites pas, d'accord? L'abonnement, il y a 9 euros. Tu as un ticket gratuit,
Tu peux prendre le livre que tu veux, qui fasse 36 heures, 49 heures. C'est parfait quand tu veux lire des livres de fantasy. Personnellement, j'ai 28 ans, je me verrais pas aller me poser dans mon lit pour relire un Hunger Games. L'écriture, elle est... Voilà, c'est pas... Moi, je suis passée au Stephen King, tout ça, c'est pas mon truc. Mais, en audio, c'est incroyable. Tu vois pas les heures passer. Le livre est super bien compté. Je sais pas qui c'est, le gars qui fait la voix, mais ce gars est incroyable, on va aller voir rapidement. Ah ouais, non, mais franchement, sur Audible, le truc qui me touche le plus, c'est les voix. Par exemple, les Harry Potter, je pourrais plus jamais les réécouter, parce que c'est une voix de vieillard, là. Il était une fois... Ça, je peux pas. Par contre, les Twilight et les Hunger Games, pépites. Et Chronique des Enchanteurs, tout ce qui va être 16 lunes, 17 lunes, tout ça... One of my favorite saga. Ça, la voix est incroyable. En plus, maintenant, Audible, ils font des versions chantées. C'est-à-dire que tu vas... c'était ACOTAR que j'avais écouté à l'époque. À l'époque. Je l'avais écouté et en mode... T'as une voix pour chaque personnage, plus t'as les musiques d'ambiance et tout. Et ils font ça pour les grands chefs-d'œuvre. Pas de là à dire que ACOTAR, c'est un chef-d'œuvre, mais... si on enlève les conflits du monde réel, ACOTAR, ça reste quand même un pilier de la littérature. Young adulte. En fantasy. Je le dis, franchement, je le dis, vous pouvez venir attraper ma veste, c'est absolument pas mon problème. Tous les livres de fantasy que j'ai lus après la sortie d'ACOTAR, je suis désolée, mais c'est du copier-coller. Pour en revenir à mon Pichou qui était Hunger Games, wait. Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. Je vais te faire écouter un extrait, ok? Je sais pas si j'ai le droit, donc on va vraiment faire un peu, pas trop. Davantage aux paroles dangereuses. Du genre à encourager la sédition. Du genre à la faire arrêter 2 fois. Elle n'avait que 12 ans à l'époque. On l'a vite relâchée. Ce ne serait pas pareil aujourd'hui. En arrivant au... Désolée, je m'arrête parce que j'ai pas envie de me faire ban ma vidéo, je ne connais pas, je ne sais pas. Je viens d'avoir un rendez-vous avec la CAF. Je me suis forcée, vraiment, je me suis levée à 11h30, je me suis forcée à y aller. Et là, je me dis, mais... What the fuck? Genre vraiment, what the fuck? On sait très bien qu'être auto-entrepreneur, c'est précaire. Tu le sais. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, t'es toujours dans la recherche constante de nouveaux clients. Quand tu gagnes un peu d'argent, tu dois payer des cotisations à l'URSSAF. Sur les revenus que t'as gagnés hors taxe, ça veut dire que moi, je gagne 800 €, imaginons dans le mois. Sur ces 800 €, je dois donner 22% à l'URSSAF. Ce qui fait à peu près, on va aller 160 €. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la CAF, pour calculer ses APL, elle prend en compte aussi les 800 € que j'ai gagnés. Voilà. Pour calculer la prime d'activité, la CAF ne prend que 50% des 800 € que j'ai gagnés. Donc si j'ai gagné 800 €, l'URSSAF me prend 20%, 22%. La CAF compte que j'ai gagné que 400 €, donc pas de prime d'activité, alors qu'avec 800 €, tu peux ouvrir des droits, tu vois, sur les 3 mois si tu as réussi à... Et c'est pas tout pour le RSA. Quand tu es auto-entrepreneur, en début d'activité, tu peux cumuler avec le RSA, ok? Ce qui fait que ça compense. Sauf que le RSA pour une personne, c'est 500 € environ. Et quand tu gagnes 600, 700 €, la CAF va rien te dire. C'est-à-dire que pendant 3 mois, tu vas gagner par exemple 600 €, 800 €, 700 €. Mais pendant ce temps-là, la CAF te verse les 500 € tous les mois. Mais à la fin, là, la CAF, elle va te dire, hep, je vais prendre tes 800 €, je vais les couper en deux, comme pour la prime d'activité. Ça va faire que je vais te calculer sur 400 €. Sur ces 400 €, je vais verser à peu près que 38% jusqu'au... Bref, en gros, si tu veux gagner 1000 € en tant qu'auto-entrepreneur, tu laisses tomber le RSA, tu laisses tomber les appels, ça va être le bazar, la prime d'activité, ça va être le bazar, tu auras gagné que 500 €, tu pourras pas. Tout le monde s'en fout. Et l'URSSAF prend quand même 22% dessus.
sur les 3 mois en plus. Genre, je viens de payer 500 € d'URSSAF, je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer tous ces trucs-là, mais comprends juste que si tu gagnes trop, tu te fais. Si tu gagnes pas assez, tu te fais quand même. C'est compliqué. Du coup, mon rêve, c'est de gagner suffisamment pour ne plus avoir d'APL, ne plus avoir de... C'était vraiment une super expérience de partir en Slovénie. Je me souviens, j'ai accueilli les guests, c'était trop bien, genre « Hi, how are you? Let me, I'm gonna... » Vraiment, pendant 1 mois, mon truc, c'était de parler en anglais. En plus, je suis tombée avec une famille incroyable. C'était magnifique. C'était calme. J'avais ma propre maison, j'avais mon propre studio. J'avais ma routine, tellement j'avais ma routine qu'en 3 semaines, c'est passé comme ça. Donc, est-ce que, en étant neuroatypique, c'est possible de partir aussi longtemps loin de chez soi? Oui, mais uniquement si tu es dans une safe place. J'avais ma propre chambre, ma propre salle de bain, ma propre cuisine. J'avais mon environnement rien qu'à moi avec une porte qui se fermait à clé. Donc, ça fait partie de ma sécurité. Les tâches étaient pas difficiles. Les seuls moments où ça m'a vraiment angoissée, c'était les moments où j'étais toute seule parce que je savais pas trop s'il y avait des guests qui allaient arriver. Parce qu'en fait, moi, je suis à la maison et les guests, ils viennent quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur camping-car, avec leur voiture et je suis censée les entendre. Mais ce point-là, c'était un gros point négatif parce qu'en tant que neuroatypique, c'était super stressant de ne pas être sûre à 100% que quelqu'un allait venir ce soir ou quand la personne allait venir. C'est le gros bémol. Mais sinon, le reste, c'est que du plus.